Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et Richard Dessèze, notre partenaire Valeurs Actuelles, est dans nos studios ce matin. Bonjour Richard. Bonjour Corentin. Et donc vous nous présentez 2 BD, Métro, Boulot, Dodo de Germain Huby aux éditions Delcourt. Mais d'abord, on va se pencher sur Très chers élus, enquête sur 40 ans de financement politique aux éditions Delcourt. Alors c'est une jolie bande dessinée publiée par la revue dessinée et Delcourt. La revue dessinée, donc c'est cette revue trimestrielle bien marquée à gauche qui s'est fait une spécialité des enquêtes, avec des enquêtes fouillées, évidemment extrêmement journalistiques, avec ce côté, voilà, si on doit dénoncer quelque chose, par exemple l'argent du financement des partis politiques, on va dénoncer à 60% la droite et à 40% la gauche, mais quand même, voilà, donc c'est assez agréable. Macron en prend plein la face, évidemment les Le Pen, père et fille aussi, les Républicains, le mouvement La République en marche, Parité, le PS, voilà. politique. Et comme il y a 40 ans de scandale, voilà, pour les jeunes auditeurs qui n'auraient pas en tête l'intégralité de ce qu'a fait le charme de la Ve République, on revient sur effectivement 40 ans de financement avec tous les scandales les uns après les autres et surtout tout le caractère grotesque d'une classe politique qui s'essaye à moraliser, ou en tout cas qui prétend vouloir moraliser avec, donc là Mitterrand est en train de, très symboliquement, d'essayer d'enlever les cailloux de sa chaussure puisqu'on est en train de parler du financement des partis politiques, et donc pendant qu'il ascensionne la roche de Solutré, il explique que bien sûr on va moraliser la vie politique, mais on va le moraliser d'une manière très mitterrandienne, c'est-à-dire que Rocard explique que, voilà, au nom des dispositions législatives nouvelles qui régiront l'avenir des financements politiques, je peux m'écrier plus jamais ça, et donc effectivement, plus jamais ça, on n'aura plus jamais de problème, et en attendant, on amnistie tous les problèmes qu'il y a eu précédemment. Et donc, comme ça, ce financement des partis politiques est une espèce de manuel vraiment bien fait, avec un dessin très grinçant d'Erwan Terrier, qui est à la limite de la caricature, mais qui fait ça très bien. Par exemple, il y a le député PS du Calvados, Alain Touret, qui a acheté sa télévision chez Darty et réglé ses parties de golf, ses places de cinéma avec son indemnité parlementaire. Et donc, voilà, il y a un élu de la République à l'œuvre. Et nous avons Balkany juste à côté. Il y a Balkany juste à côté, qui lui, c'était plutôt assez simple. Il se faisait un virement de 10 000 ou 20 000 euros régulièrement depuis son indemnité parlementaire de représentation, l'IRTF, non, l'IRFM, pardon, vers son compte personnel. Donc, voilà. Mais tout ça était légal, en fait. C'est ça qui est admirable. Puisque donc, d'un côté, on trouve des scandales. De l'autre côté, il y a la manière dont les élus de la République, en permanence, dénoncent ce scandale, mais ne prennent aucune loi qui permettrait de les empêcher. Il y a cette moralisation de la vie politique qui, en fait, jette les hommes politiques pieds et poings liés dans les mains des juges. Et on voit ce qui se passe avec l'affaire Fillon en 2017, c'est-à-dire la manière dont les juges finissent, en fait, par avoir un agenda politique et qu'ils tiennent avec les politiques qui ont tellement croqué, qui ont tellement mis les mains dans l'assiette, qui s'en sont mis tellement dans les poches qu'évidemment, ils sont paralysés de trouille à l'idée de lever le petit doigt. Et on a surtout donc l'incapacité de la République à se réformer et l'inventivité extraordinaire, notamment du Mozart de la finance, Monsieur Macron lui-même, qu'on voit ici dans ses œuvres en train d'expliquer à un parterre de gens intelligents, riches et entreprenants comment est-ce qu'on va faire pour disrupter la vie politique et breaker le marché du financement. Et effectivement, deux anglicismes, attention, oui, mais parce que là c'est Macron qui cause. Voilà. Et donc avec là aussi évidemment le moment où il s'énerve dans ses meetings et il a l'air véritablement d'une espèce de frappadingue complet. On croirait qu'il est sorti d'une bande dessinée comment dire, japonaise, là, genre Dragon Ball, et qu'il est en train d'appeler sur lui les pouvoirs des 7 sceptres et ce genre de choses. Je ne garantis pas que les 7 sceptres sont dans Dragon Ball. Mais voilà, on a là un manuel, en fait, très intéressant sur le fonctionnement de la Ve République et la manière dont elle est irréformable. Donc c'est assez agréable. Voilà, une fois de plus. Puis en plus, on parcourt la Ve République. On parcourt 40 ans de Ve République. Ils sont tous pourris, ils sont tous laids, ils sont tous d'accord, gauche, ils sont tous caricaturés. Il y a 2 ou 3 passages où Jean-Luc Mélenchon a l'air d'un malade mental. Donc c'est pas exactement de la caricature. Donc on frôle quand même le véritable reportage. Vous qui êtes l'auteur de Laurent de Serviette est-il de droite? En tout cas, l'escroquerie politique est de droite comme de gauche.
Oui, hein, ça, elle est républicaine, comme dirait Jean Castex. Vous savez, il y a cet adjectif républicain qui vient sanctionner des choses admirables. Et là, vraiment, le financement des partis politiques, c'est vraiment républicain. Et sous la royauté, il y avait moins d'escroqueris. Il n'y avait pas de parti, surtout. Oui, il y avait pas de parti. Voilà, donc, ce qui fait qu'il y avait des gens riches qui étaient corrompus et qui corrompaient. Mais voilà, disons que c'était plus simple à identifier. Et donc, la deuxième BD, c'est Métro, Boulot, de Germain Huby. Alors, Germain Huby est un vidéaste d'abord, donc il a une œuvre d'artiste un peu conceptuelle, et il a publié un premier recueil aux éditions du Tripode, qui était véritablement un petit chef-d'œuvre, qui s'appelait Le bruit des mots, et qui était des cases de bande dessinée avec une seule image et de longs dialogues. Et c'était parfaitement déprimant. Les dialogues étaient tous atroces, cyniques. Quand ça partait bien, ça se terminait d'une manière abominable. Et avec tout ça sans choses inconvenantes. Évidemment, la réalité exprimée dans les mots était parfois atroce. Il y avait au moins 2 cases qui étaient remarquables où on voit sur une grande double page des journalistes dire là nous sommes tous présents ici, il y a beaucoup de caméras, il y a 8000 km de câbles, et donc en fait ils ne parlent pour ne rien dire, juste montrant exactement comme toutes ces chaînes d'information en continu en fait un vide complet non seulement d'événements mais aussi de commentaires mais aussi d'intérêt. Ça c'était remarquable. Et évidemment une autre case où tous les gens sont en train de regarder le même reportage avec 78 fois la même bulle qui explique que les gens regardent trop la télé. Donc c'était tout ça sur une barre d'immeuble. Là, on se retrouve aux éditions Delcourt dans la collection Patakès qui fait un travail remarquable, qui est très grinçante, avec Métro, Boulot, et comme vous l'aurez compris, il s'agit de parler du travail. Et donc les gens travaillent, et ils travaillent comme des malades. D'ailleurs, ils sont malades, et ils disent n'importe quoi à n'importe qui. Ils sont capables d'esclavagiser leurs semblables, ils sont capables d'être parfaitement odieux, et notamment, là, il y a un patron qui est en train d'expliquer à son responsable de la communication qui lui dit il y a une mauvaise image véhiculée par notre entreprise à cause de son impact sur l'environnement. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, répond le patron, qui n'est pas très poli. Changez le nom des produits, utilisez un lexique plus écolo, mettez du bleu et du vert, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mon vieux. Mais des organisations menacent de nous faire un procès. Et donc le dialogue se continue et ça se termine par « Vous avez raison, William, je vous vire, je paye un chargé de com pour me faire une belle image, pas pour me faire la morale. » Donc c'est assez admirable. Et il y a des robots qui parlent entre eux, et il y a surtout une case, une planche, parce que donc ce sont les histoires sont brèves, 6 cases. Et où il y a quelqu'un qui dit « C'est atroce, je suis un monstre, je viens d'être licencié de l'usine dans laquelle je travaillais depuis 30 ans. » Expliquez-moi. C'est très simple, ils nous ont tous remplacés par des robots. Tous les mecs de l'usine ont été virés. Mais alors, pourquoi est-ce que vous venez me voir ? Je culpabilise. J'en ai voulu à ces machines. J'ai eu envie de les saboter, de les détruire, de leur faire mal. Pourtant, c'est moi le monstre qui prend le boulot des robots depuis 30 ans. C'est moi qui répète tous leurs gestes machinaux toute la journée sans broncher. Je suis un imposteur. Alors, elle dit, très bien, vous pouvez devenir réparateur de robots. Ça vous fera du boulot en plus. Mais je ne pourrai jamais. Et elle lui répond, mais si, regardez, j'y arrive bien, moi. Donc, c'est le psychologue qui est en train de réparer un robot humain. Et c'est une cruauté la mécanisation du noire. monde. Alors, il y a, une fois plus, il y a quasiment rien d'inconvenant. Il y a 2 ou 3 planches qui sont quand même à ne pas mettre entre toutes les mains. Et il y en a une dizaine où les dialogues sont quand même particulièrement chocs, si j'ose dire. Mais on a là la quintessence d'une véritable critique du travail tel qu'il est vécu par une partie de ceux qui ne s'épanouissent pas dans leur travail. Et surtout, on a une critique du vocabulaire managérial et une critique du vocabulaire politique sur le travail. C'est une très bonne bande dessinée. Et justement, je peux rebondir là-dessus sur le boulot. Et est-ce que vous avez entendu Sandrine Rousson ? On l'écoute. Et après, vous qui êtes spécialiste quand même, on rappelle, le rond de serviette est-il de droite ? Vous savez ce qui est de droite. Je suis un expert S-dextérité. On va savoir si la valeur travail est de droite. Le travail reste la valeur cardinale. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça les allocations, ça sert à ça et c'est hyper important.
Mais il Parce oppose pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Eh bien, moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, je vous dis qu'on a un droit à la transition des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le sens du partage et la semaine de 4 jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail, mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Donc le chômage est un droit à la paresse, le travail est une valeur de droite, la semaine de 4 jours. Alors c'est vrai ça, le travail est une valeur de droite, Richard ? Non. Alors, historiquement, en France, c'est une valeur de gauche et avec une valeur extrêmement progressiste, une valeur des Lumières, qui s'accompagne tout de suite. Quand Voltaire parle de faire travailler le peuple, il explique aussi qu'il ne faut pas l'enseigner. Il faut faire en sorte que le peuple soit crétin, et parce que ça ne sert à rien. Et à partir de 7 ans, les gamins au boulot, et il n'y a pas vraiment besoin de leur apprendre à écrire en fait. Les textes de Voltaire sur l'éducation sont absolument prodigieux, et d'une manière générale, il y a une espèce de, au moment où les Lumières sont en train de faire trembler la royauté et la religion et de faire tomber tous les tabous, comme dirait Sandrine Rousseau, on se retrouve avec l'idée d'un homme qui en fait n'est qu'un automate particulièrement habile. Et donc la gauche installe l'idée d'un travail qui n'est pas rédempteur et qui n'est pas non plus une malédiction quand même dans la Bible. Voilà, le fait de travailler, c'est pas la joie. Et on est en train l'ancien régime le manifeste bien. Il y avait tellement de jours fériés que c'est à peine si on travaillait un jour sur 2. Voilà, et les prêtres étaient là pour faire respecter ce droit à la paresse qui d'ailleurs n'a jamais été foncièrement contesté par l'ensemble de la population. Plutôt droit au repos. Voilà. Oui, le droit à la paresse, évidemment, Sandrine cite Lafargue, si je ne m'abuse, et son petit pamphlet. Et donc la gauche, au contraire, explique que le travail libère l'homme. Il y a toute cette phraséologie et cette iconologie gauchiste, et notamment soviétique et fasciste, où on voit des hommes musculeux armés de faucilles et de marteaux au milieu des rouages des usines ou au milieu des blés des champs. Et la droite, non, elle n'explique pas que le travail est une valeur. Voilà, non, le travail est une valeur de gauche. En revanche, faire suer le burnous, ça c'est sans doute une valeur de capitaliste. Et le capitaliste, pour une raison qui m'échappe, est classé à droite, alors qu'il y a énormément de gens très riches qui sont à gauche et qui sont vrais capitalistes. Oui, on y reviendra. Merci beaucoup, Richard Dessès. On rappelle le titre donc de vos 2 BD, donc Métro Boulot Boulot de Germain Huby et Très chers élus, enquête sur 40 ans de financement politique. Merci beaucoup, Richard. Merci, à la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.